Eh bien, super. On vous propose de démarrer. On est très, très heureux avec Stéphanie que vous nous ayez rejoints. Nous, on voit que vous êtes très nombreux en plus pour aborder IFRS 17, qui est un sujet qui nous anime tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, et autour de 10 sujets techniques clés. Donc, 10 sujets avec très peu de temps pour les aborder. Si j'arrive à passer les slides. Hop là, ça va marcher maintenant. Je te laisse te présenter, Stéphanie. Oui, donc bonjour à tous, Stéphanie Pelletier. Je suis responsable de la direction actuariat et titulaire de la fonction clé au sein du groupe Allianz pour l'entité Allianz France. Et donc, j'œuvre évidemment sur le programme de mise en conformité à IFRS 17 avec toutes les équipes de l'actuariat. Et Baptiste Vréchaud, je suis associé au sein du cabinet Deloitte, très engagé au sein de l'Institut des actuaires sur IFRS 17, mais aussi tout ce qui est risque climatique. Et encore une fois, je suis très, très heureux avec Stéphanie d'avoir préparé cet atelier et vous allez voir de répondre et d'avancer sur le sujet d'un point de vue technique sur IFRS 17. Alors, 10 sujets, c'est ça l'objectif en très peu de temps, donc on ne pourra pas explorer tout, mais on a essayé de faire le plus court possible. On vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser le chat. On va garder au moins 10 minutes pour échanger à la fin. En tout cas, on va faire notre maximum pour ce faire. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on essaiera au maximum d'avoir cette session interactive. Interactive aussi avec Menti qu'on va utiliser. Le QR code suivant qui s'affiche à votre écran, on va vous le remettre dès qu'il y aura une question. Et c'est vous aussi qui allez répondre à un certain nombre de questions et participer aux réponses sur ces 10 questions clés. On commence? Et ce qu'on vous propose, c'est de commencer avec une première question. J'ai entendu quelqu'un dire oh, cette votre première question, elle a l'air toute simple, c'est est-ce que le revenu d'assurance, c'est la même chose que le chiffre d'affaires? En réalité, on entend souvent avec IFRS 17 qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Si on prend déjà par bloc de business, donc vous voyez, on est au niveau du haut du compte de résultat dans la notion de revenu d'assurance qu'on comparait aujourd'hui aux primes acquises, en tout cas qu'on essaierait de comparer à la première ligne du compte de résultat. Et on a découpé avec ces 3 blocs de modèles comptables que beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Et le premier, la Premium Allocation Approach, qu'on applique généralement à l'auto et aux activités de MRH, et qui est très proche de la comptabilité actuelle, avec beaucoup de subtilités et aussi des différences, mais dans l'approche et la reconnaissance en particulier du chiffre d'affaires et des primes acquises à la période, qui est très proche. C'est pour ça qu'on a mis une couleur verte, et dans ce sens, il n'y a pas beaucoup de modifications avec aujourd'hui. Alors, c'est déjà différent quand on va sur la prévoyance et ce qu'on applique souvent la building block approach ou le modèle général, diront certains, et appliqué également aux activités d'emprunteurs. On a eu ce débat avec Stéphanie. C'est vrai que sur un an et sur une activité annuelle, pas de raison normalement de beaucoup s'éloigner de la reconnaissance d'une prime acquise sur la période, sinon qu'on ne l'apparaît pas directement, elle est plutôt décomposée entre les 3 lignes que vous avez en dessous, le profit, le relâchement du risque additionnel et les cash flows attendus, que ce soit des sinistres ou des frais. Alors, c'est vrai que sur les périodes intermédiaires, on va avoir pour le coup des différences, puisque là, le rythme de reconnaissance de ces cash flows attendus ou de cette CSM peut parfois perturber et être un peu différent d'une prime tout simplement acquise. De la même façon, les onéreux peuvent venir perturber cette lecture sur une période donnée. Alors enfin, c'est le dernier bloc en rouge. Là, pour le coup, c'est différent. Et vous le savez tous, nous n'avons plus cette reconnaissance du chiffre d'affaires des contrats d'épargne. La composante investissement, ou dit également de dépôt, n'apparaît plus directement. Et sur le même mode que d'ailleurs la banque pour les contrats d'épargne bancaire, on va seulement faire apparaître le profit, les frais et les commissions, en tout cas pour leur partie attribuable. Donc finalement, une première question pas si simple que ça, et on le voit avec une lecture du compte de résultat qui est très complexe dès la première ligne, puisque 3 couleurs, 3 modes de reconnaissance et 3 logiques différentes sur la reconnaissance du chiffre d'affaires. C'est ce qui fait que beaucoup d'assureurs vont continuer de publier le chiffre d'affaires dans leur communication financière. Voilà pour cette première question. Je suis sûr que vous avez déjà des questions. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser le chat. Et on passe ensuite à la deuxième question.
Et là, c'est vous qui participez. Vous êtes encore une fois très nombreux, donc c'est sympa si tout le monde participe. Vous pouvez soit aller sur menti.com et vous tapez le code qui apparaît à l'écran, ou alors vous utilisez votre iPhone, votre téléphone portable, et vous utilisez le QR code, ce que je vais faire en même temps que vous. Et dès que vous aurez fini, je montrerai les résultats de cette première question qui est sur les indicateurs de performance. À votre avis, lesquels sont plus impactés par IFRS 17? Et on échangera ensuite sur les impacts d'IFRS 17 sur ces indicateurs. Vous pouvez voter de 1 à 10. 1, pas d'impact. 10, un très fort impact d'IFRS 17. Je vous laisse le temps de voter. Vous avez juste à déplacer le curseur et ensuite à soumettre. Et là, on voit les votes s'afficher. Mais du coup, ça influence les réponses à partir de maintenant. Alors, vous pouvez ne pas regarder. On a uniquement un quart qui a voté, donc vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Encore une fois, vous allez sur menti.com, vous tapez le code. Alors, pour tenir le délai, il faut aller assez vite, ça je reconnais. Continuez de voter, on va commenter ensemble si vous le souhaitez. Le chiffre d'affaires, on vient de le voir, hein, effectivement, un impact non négligeable. Si vous voyez des courbes, c'est la distribution. Il fallait faire quelque chose d'un peu actuariel. Donc, on voit que c'est pas forcément… Il y a une espèce d'uniformité et tout le monde n'est pas d'accord pour le coup, même si en moyenne, justement, il y a impact et pas impact. Et on l'a vu, ça dépend des modèles comptables. Alors, sur la valeur des affaires nouvelles, il y a un vrai débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un indicateur qui existe, qui est publié par les assureurs, avec parfois d'ailleurs des différences entre assureurs dans les approches. Avec IFRS 17, vous avez aussi une notion de valeur générée sur l'année avec la CSM générationnelle, la Contractual Service Margin dégagée dans l'année et créée dans l'année avec les affaires nouvelles. Maintenant, les affaires nouvelles ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le scope des contrats pris en compte ou des primes n'est pas le même parce que, par exemple, vous avez sous IFRS 17 la prise en compte des primes futures déjà dans l'évaluation du stock de contrats. Donc, une prime inversement libre n'est pas forcément une affaire nouvelle sous IFRS 17. Certains vont également vouloir, quand ils rentrent une affaire nouvelle en prévoyance, projeter un certain nombre de renouvellements de contrats, ce qu'on n'a pas forcément sous IFRS 17. En tout cas, ça dépend des contrats. Le résultat opérationnel, là, c'est un vrai chamboulement, puisque c'est se poser la question de qu'est-ce qu'est ma performance en tant qu'assureur et comment je la vois. Et certains assureurs vont s'interroger sur est-ce que, par exemple, j'exclus l'effet des contrats onéreux sur le résultat opérationnel? Ou alors, est-ce que les passifs financiers qui vont varier éventuellement avec des effets financiers, une CSM aussi qui varie avec ses effets financiers, est-ce que je dois neutraliser, par exemple, ce type d'effet qui me polluerait une vision de long terme de ma performance? Voilà le type de question. Et on n'a pas forcément la réponse, mais comme vous l'avez noté, c'est un des indicateurs effectivement qui est le plus impacté par IFRS 17. Le return on equity, il pose beaucoup de questions. Le return, il change, le résultat change, comme on vient de le voir, mais les capitaux propres aussi. Faut-il, dans les capitaux propres en particulier, prendre en compte la CSM ou la marge pour risque? Certains s'interrogent, d'ailleurs certains ont publié, un assureur allemand avait indiqué qu'il le prendrait en equity en disant c'est ma richesse future et je mettrai dans l'equity, donc dans les capitaux propres, et dans ma lecture du ROE, le E prendra en compte la CSM et le risk adjustment, donc ce passif additionnel. Faut-il aussi mettre, par exemple, l'OCI, vous savez, cet élément de capitaux propres qui varie avec les effets financiers. Alors, si j'accélère, le ratio combiné lui-même, il est impacté parce qu'il y a une notion d'actualisation, de frais attribuables, sauf à considérer qu'on calcule un ratio combiné comme on peut le faire aujourd'hui parfois avec les normes French Gap, Local Gap. Alors, le dividende,
Vous êtes nombreux à avoir voté qu'il n'était pas impacté. C'est vrai que le dividende ne dépend pas forcément des résultats IFRS. Et on l'a vu ces dernières années, il y a eu des très fortes variations de dividendes et pas forcément totalement corrélées avec le résultat IFRS. Et alors, le ratio de couverture S2, moi, je me serais plutôt avancé à un 0. Pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que les IFRS l'impactent. C'est vrai qu'il y a un débat au sein de l'IOPA pour se dire est-ce qu'il y aura convergence ou pas entre solvabilité 2 et IFRS 17. Ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Mais si vous avez des remarques là-dessus, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat. Merci beaucoup d'avoir participé déjà à cette première question. Et on va enchaîner, encore une fois, hop là, avec la troisième question, Stéphanie. Oui, les mesures, les méthodes explorées pour amortir la CSM des contrats d'épargne. Alors, c'est un élément très impactant parce que cet écoulement de la CSM pour l'épargne, c'est justement une part, ça va être l'écoulement du résultat. Alors, pour se fixer les idées, sur le slide, là, on va repartir d'un exemple archi simple, même simpliste. On est dans un monde parfait avec une cohorte type qui a un écoulement de CSM sur 6 ans. Et puis, vous voyez, on s'est amusé à empiler les cohortes les unes sur les autres dans notre portefeuille. Les cohortes sont rigoureusement identiques d'une année sur l'autre. Il n'y a pas d'écart d'expérience. Enfin bref, c'est le monde merveilleux où il n'y a pas de travail pour les actuaires. Et donc là, vous pouvez voir que l'esprit de la norme conduit dans ce monde parfait à un écoulement parfait et donc à une CSM constante, puisqu'elle converge très vite vers la somme des termes d'une suite finie. Et donc, dans ce monde hyper simplifié, c'est également très simple de calculer aussi les stocks de CSM sur les cohortes antérieures grâce à cette propriété de convergence. Donc voilà, ça c'est l'esprit de la norme, avec un écoulement linéaire. Maintenant, dans la vraie vie, il va y avoir des éléments perturbateurs et un unlocking récurrent qui correspond à l'émergence du risque et du risque financier notamment, puisque toutes les autres composantes, toutes les autres hypothèses sont censées être best estimate, donc elles vont osciller autour de ce best estimate. Vous aurez des écarts d'expérience favorables, des écarts d'expérience défavorables, mais normalement ces oscillations, si on est bien best estimate, sont censées à peu près se compenser. En revanche, sur les chroniques financières market consistent, on aura l'émergence de cette prime de risque qui va à chaque période provoquer un unlocking de CSM, un unlocking systématiquement favorable. Donc en fait, on va obtenir un écoulement de CSM en forme d'arc, le bow wave, le fameux terme de bow wave, parce que ça va d'abord augmenter avec cet unlocking systématique, puis s'écouler de façon progressive. Et alors, en quoi c'est un problème, cet effet bow wave? Alors, le premier effet, c'est lorsqu'on va avoir les premières publications, il est possible que le résultat étant décalé dans le temps, cette prime de risque va être du coup lissée dans le temps et plutôt décalée dans l'écoulement, il est possible que le résultat qui en découle soit inférieur au résultat qu'on publie aujourd'hui. Donc il y a une question de comment on accompagne les analystes financiers sur cette baisse de résultat et sur le fait qu'on assume que ce résultat soit différé dans le temps. Ça, c'est un premier élément où certains acteurs disent il est hors de question d'afficher cela. Donc, il faut retravailler la copie. Et puis, en plus, ça n'est pas conforme à l'esprit de la norme, donc il faut retravailler la copie. Le deuxième élément, et ça, c'est le deuxième petit tableau chiffré, c'est si jamais vous avez d'autres perturbations que celles que j'évoquais là de façon très simple, et notamment si les cohortes ne se comportent pas toutes de la même manière, et en particulier les cohortes antérieures, qu'on pourrait assimiler à une forme de transition. Parce que dans l'exemple que vous voyez sous les yeux, volontairement, on n'a pas corrigé les cohortes antérieures de cet effet d'unlocking récurrent lié à la prime de risque. La conséquence, c'est que ça crée cet effet bow wave de façon encore plus systématique sur la totalité du portefeuille. Alors d'autres diront, mais peut-être que s'il y a un petit décalage, une petite perturbation entre ces cohortes antérieures et l'écoulement, c'est peut-être aussi une opportunité de pilotage de résultats. Donc voilà le deuxième élément pour lequel il y a un enjeu
sur ce choix d'écoulement. Donc, il y a deux pistes qui sont explorées pour neutraliser ou piloter cet effet bow wave. Le premier consiste à considérer cette émergence de résultats financiers comme une composante spécifique du contrat d'assurance, mais une composante à court terme, donc qui doit être reconnue. Donc c'est un service spécifique qui doit être reconnu en fonction de la réalisation du service, donc dans l'année. La deuxième approche consiste à se dire, puisqu'il s'agit de l'émergence de la prime de risque, eh bien, faisons tous nos calculs de CSM et d'écoulement de CSM en introduisant les chroniques financières real world. Ça, c'est la deuxième approche qui est actuellement en cours d'étude. Voilà pour cette question. Je propose qu'on bascule sur la question suivante où vous allez à nouveau être mis à contribution. Donc, vous avez le QR code, le code, on rebascule sur Menti. Et donc là, on va s'intéresser à ce qui crée de la volatilité, selon vous. Je vérifie que c'est bien la question, moi aussi, en basculant sur Menti. Les principales sources de volatilité du résultat. Donc, à nouveau, vous avez le curseur de 0 à 10. Pour pouvoir répondre en live sur, à votre avis, les différentes composantes qui vont générer de la volatilité. Alors, je ne vois pas le nombre de connexions ni le temps qui file. Du coup, Baptiste, tu me donnes le top. Là, tu le vois maintenant. Ça y est, c'est bon. Alors, du coup, je vous propose de le commenter tout de suite. Donc, la première ligne, c'est la variation de CSM épargne. On vient d'en parler à l'instant. Dans un monde parfait, ça ne crée pas de volatilité. Sauf si vous retraitez cet effet bow wave. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez, du coup, l'émergence de risque, de la prime de risque deviendra un élément annuel qui peut être source de volatilité. Les améliorations de modèles régulières, c'est un peu comme le calibrage des hypothèses. Tant qu'on est en best estimate, on est censé osciller, mais effectivement, sous Solva 2, on a vu des changements de modèles majeurs, donc j'imagine que là aussi, on pourra amener de la volatilité. Alors, tout dépend si ces oscillations sont considérées comme de la volatilité ou si elles sont contenues. Ça va être un élément à intégrer. Les contrats onéreux vont également apparaître. Alors, je pense que sur les contrats onéreux, on a déjà aujourd'hui des mécaniques de type provision pour risque en cours. Donc, on a déjà une petite idée de l'enjeu et de ces éléments. Ça va beaucoup dépendre de la granularité des portefeuilles qu'on utilise. Ce qui rajoute de la volatilité, c'est qu'on va avoir les éléments de contexte financier avec les options et garanties qui peuvent venir perturber ces contrats onéreux. Les écarts d'expérience, je le disais tout à l'heure, si nous sommes autour du best estimate, on doit être plus dans le registre de l'oscillation que de la volatilité, mais malheureusement, dans le temps, il peut y avoir des effets de décalage de timing qui vont du coup être considérés comme de la volatilité. IFRS 9, puisque les éléments financiers, lorsqu'ils ne sont pas compensés par CSM ou lorsqu'ils ne passent pas par OCI, vont venir apparaître dans le résultat. Et puis enfin, la courbe des taux est aussi pour la composante de désactualisation des passifs techniques va également créer une charge qui sera potentiellement différente d'une période à l'autre et donc source de volatilité. Donc au final, tous ces éléments sont possiblement source de volatilité. Ça va dépendre de la magnitude et de la structure des portefeuilles, à la fois à l'actif et au passif. Et je me serais attendu à beaucoup plus d'impact d'IFRS 9, voire des modèles. Donc c'est intéressant d'avoir les avis de chacun. Exactement. Alors du coup, on va passer à la question suivante qui dit volatilité, dit pilotage. Donc, sur le slide suivant, voilà. Donc, on a essayé de représenter comment les
les marges de manœuvre de pilotage entre celles qu'on utilise de façon fréquente aujourd'hui et celles que l'on pourrait avoir demain. Alors, le slide donne l'impression qu'il y en a beaucoup plus demain. En réalité, c'est plutôt qu'il y en a beaucoup plus à l'étude à l'heure où je vous parle. Mais peut-être que certaines ne franchiront pas la ligne d'arrivée de la transition, puisque, vous voyez, on a pudiquement rajouté des points d'interrogation, puisque ce sont pour le moment des sujets d'étude et de questionnement. Donc aujourd'hui, lorsque l'on veut piloter notre résultat, on travaille sur les plus ou moins values, les stocks de participation aux bénéfices, alors à la fois la décision de court terme, mais aussi la possibilité de différer dans le temps. Et puis, on a appelé ça dégagement ou constitution de réserve. En fait, c'est plutôt le niveau de prudence que l'on considère dans les provisions. Et puis, de temps en temps, on peut être un peu plus prudent ou un peu moins prudent, ce qui va créer des mouvements de provision et donc des mouvements de résultats. Demain, on va retrouver une partie de ces éléments, alors sous des formes forcément un peu différentes. Ce qu'on a appelé dégagement et constitution de réserve, ça va être les oscillations autour du best estimate, donc la revue des hypothèses actuarielles, la revue des management actions, les ajustements de quantile de l'ajustement pour risque. Et peut-être qu'il y aura aussi des effets de timing dans les revues d'hypothèses actuarielles et les revues de management action, de manière justement à neutraliser la volatilité qu'on évoquait tout à l'heure. Ensuite, on va avoir une deuxième catégorie de marge de pilotage qui vise plutôt à absorber les chocs financiers ou à atténuer les impacts liés aux financiers. Donc, on va plutôt avoir dans cette catégorie l'illiquidity adjuster, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, la manière d'allouer les produits financiers entre les modèles d'évaluation ou entre les fonds propres et les passifs. Évidemment, on va retrouver là les mécanismes d'ajustement anti-bow wave, comme on a évoqué précédemment. Et vous avez encore une autre catégorie pour piloter le résultat, c'est celui qui consiste à éviter les contrats onéreux. Donc, on va jouer sur les coûts non attribuables, par exemple, ou à nouveau jouer sur l'allocation des produits financiers et surtout sur la granularité de regroupement des portefeuilles de passifs en face, enfin, les produits financiers qu'on alloue en face de ces portefeuilles de passifs. C'est une autre manière de neutraliser ou de piloter le résultat. Enfin, la dernière marge de manœuvre, et c'est d'ailleurs une question qu'on aurait pu se poser dès la slide précédente sur cette volatilité. On est parti du principe, là, jusqu'à présent, qu'on voulait piloter la volatilité du résultat au sens comptable. Mais est-ce qu'on est certain que c'est cette métrique qui va perdurer dans le temps? Est-ce qu'on ne sera pas tenté de refondre les indicateurs avec une notion de résultat, y compris la partie de produits financiers qui passe par OCI, ou une notion de résultat, y compris une variation normalisée de CSM, par exemple, puisque le fait de créer de la valeur future, c'est aussi une composante de résultats où on pourrait imaginer de fixer des objectifs de CSM à atteindre, etc. etc. Donc, vous voyez là la notion de non-gap ou de critères un peu parallèles qui pourraient apparaître pour la suite. Le sujet de fond qui est revenu un petit peu à chaque fois, c'est la granularité des modèles et les effets de mutualisation qu'on n'a pas du tout mis comme marge de manœuvre de pilotage, mais qui fera partie des éléments de calibrage au démarrage de la norme, qui va aussi beaucoup influencer sur notre capacité à piloter ensuite. Et donc justement, sur ces questions de maille, Baptiste, je te propose de passer à la question suivante. Qui porte sur ces problématiques de maille de regroupement de contrats. Alors, c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont déjà défini, bien sûr, leur portefeuille. Vous vous souvenez qu'un portefeuille, c'est des contrats qui vont être gérés ensemble et qui ont des risques similaires. Et on regroupe donc l'ensemble de ces contrats gérés ensemble avec des risques similaires au sein de même portefeuille. Alors, un des points sur le marché et une question qui se pose pour certains, c'est la capacité à mettre au sein d'un même portefeuille des contrats euros, pur euros et 100% euros. C'est des contrats qu'on vendait effectivement il y a quelques années maintenant, avec des contrats multi-supports.
et qui eux-mêmes vont avoir deux types de fonds que vous connaissez bien, les euros et les unités de compte. Alors, la question, elle est assez simple et en réalité, le débat porte sur l'aspect suivant. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de débat sur la notion de gérer ensemble. Généralement, les acteurs gèrent l'ensemble du portefeuille épargne comme un tout commun et vont apprécier la performance, même si on regarde l'UC et le fonds en RAW de façon séparée. On ne peut pas séparer les contrats. Comme vous le savez, on prend un contrat multi-support comme un tout. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de question de séparation et on va considérer que le tout est géré ensemble. On est plus sur la notion de risque en l'occurrence, et certains vont considérer que l'euro et le transfert de risque par l'assuré à l'assureur n'est pas le même pour un portefeuille euro et un contrat pur euro d'un contrat multi-support. Donc, la conséquence, elle est claire, c'est très clairement, s'il est considéré que ces contrats n'ont pas les mêmes risques, vous ne pourrez pas les mettre dans le même portefeuille et automatiquement se posent des questions de valorisation entre ces deux portefeuilles qui peuvent être assez différentes potentiellement, puisque un des deux, et parfois l'euro, malheureusement, pourrait, dans certains cas, être onéreux. Donc, il convient, dans tous les cas, d'apprécier de nombreux facteurs. Bien sûr, la taille du portefeuille euro et sa matérialité, qui n'est pas toujours très importante. La capacité historique aussi à avoir eu des transferts Fourbous, comme vous le savez, qui ont permis, d'un point de vue contractuel, de transformer ces contrats euros en contrats multi-support et d'autres facteurs qui seraient propres à votre analyse. Voilà un des premiers sujets pour lesquels il existe encore un débat et un point de vigilance. Le septième sujet qu'on souhaitait aborder avec vous et qui fait d'ailleurs l'objet de travaux au sein de l'Institut des actuaires avec un groupe de travail qui lui est dédié, c'est le sujet des éléments sous-jacents ou en anglais « underlying items ». Alors, c'est un sujet très important et c'est le premier bloc que vous avez sur la gauche parce qu'en fait, si un actif est défini comme un underlying item ou tout autre élément, ça va jouer sur la volatilité de la CSM et du compte de résultat, puisqu'un élément sous-jacent est un élément qui va impacter tout ou partie des prestations versées aux assurés, c'est sa définition. Et ces éléments-là, quand ils varient, en tout cas quand leur juste valeur varie, on fait varier de la même façon la CSM et le passif dans son ensemble s'estimate également. Donc, la définition des éléments sous-jacents peuvent impacter la CSM sur la période, que ce soit un actif d'ailleurs ou un passif, puisqu'on a souvent cette double logique, ça peut être de l'actif ou du passif, via par exemple des mécanismes de mutualisation. Donc les exemples les plus connus, c'est par exemple, bien sûr, l'ensemble des actifs en contrepartie des engagements qui vont constituer des underlying items. La principale problématique technique est de délimiter ces actifs. Quel portefeuille, puisque généralement on a un portefeuille général, donc quelle partie des actifs est un élément sous-jacent, c'est-à-dire en couverture des engagements, et comment on va mesurer cette couverture des engagements. Également les frais, pour certains, en tout cas les frais qui rentrent dans le minimum de participation aux bénéfices, peuvent être un élément sous-jacent, puisque ces frais vont impacter la gestion de la PB, la PB réellement servie. C'est de cette façon dont est géré le mécanisme de PB et de sa définition. Et donc, automatiquement, les frais, et ça se traduit de façon très concrète, un écart d'expérience sur les frais, la différence entre ce que vous avez provisionné et ce que vous payez, va impacter la CSM si c'est un élément sous-jacent et va se retrouver au compte de résultat directement si ça n'en est pas un. Et là, on observe toutes les pratiques sur le marché, et pour cause, puisque tout le monde n'a pas le même mode de gestion de sa PB et tout le monde n'est pas aussi proche, par exemple, du minimum réglementaire ou le suit de cette façon-là pour orienter le montant de PB servi chaque année. Donc, cette diversité de gestion, automatiquement, crée une diversité de définition des éléments sous-jacents et donc une volatilité déjà du compte de résultat qui ne va pas être tout à fait la même et une façon aussi d'implémenter IFRS 17 sur ce sujet qui est différente. Donc, encore un sujet qui, pour le coup, fait débat, mais fait débat simplement parce qu'il y a des différences de mode de gestion et en particulier sur la façon de calculer la participation bénéfice. Le huitième sujet qu'on souhaitait aborder avec vous et de façon assez courte, parce que le délai nous l'impose, mais aussi parce que c'est un sujet complexe et qu'il y a une diversité de situations, ce sont les FRPS. Alors,
C'est un sujet qui va aussi arriver dans les groupes de travail de l'Institut des acteurs, qui n'a pas encore fait l'objet de grands débats. Un des principaux sujets, c'est souvent la notion de décomptabilisation. C'est-à-dire que lors du transfert, on va se poser la question de décomptabiliser le groupe de contrats, le portefeuille de retraite existant en IFRS 17 pour le recomptabiliser ensuite, possiblement dans un autre groupe, sinon dans le même groupe. Alors justement, je viens de faire une phrase qui l'indique, c'est qu'il y a des critères pour décomptabiliser un portefeuille, en particulier au niveau des paragraphes 72 et à 74 d'IFRS 17. Et un des critères, c'est le changement de groupe. Le changement de portefeuille en lui-même, de groupe de contrat, va impliquer une décomptabilisation. Et c'est un cas qu'on peut retrouver sur le marché chez certains acteurs qui vont opérer de cette façon-là. Alors, on n'est pas du tout dans les questions, en tout cas de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, dans des questions, vous savez, d'acquisition de portefeuille, de business combination, comme on dit en termes IFRS. On est dans une autre approche ici, vraiment la décomptabilisation d'un contrat qui est recomptabilisé dans la même entité. Ça n'est pas une création en soi d'entité ou d'acquisition d'un portefeuille, avec tout ce que ça implique sous IFRS 17. Beaucoup de questions aussi dans les transferts de richesse, c'est les modes d'évaluation et avec un risque d'onérosité ou la question de également la comptabilisation en VFA de ce nouveau portefeuille. Voilà pour les principaux points. Je vois que ça vous fait réagir puisqu'il y a des questions qui arrivent au niveau du chat. On va en reparler juste après et passer à notre 9e question qui est également un grand sujet sur le marché français, propre au marché français, qui est la réserve de capitalisation. Alors, ça peut paraître assez étonnant puisque c'est un sujet majeur en réalité. Les montants de réserve de capitalisation pour de nombreux assureurs dépassent plusieurs milliards et c'est pourtant un sujet qui n'est toujours pas tranché et pour lesquels on explore encore notre compréhension d'IFRS 17 et l'impact d'IFRS 17 donc sur la réserve de capitalisation. Alors, le groupe de travail de l'Institut des acteurs s'est penché sur le sujet, analyse avec diverses approches et vues. C'est vu aussi, et on le comprend, et de la même façon que les underlying items, puisque les deux sujets sont très liés aussi, sont diverses parce que les pratiques et la façon d'utiliser la réserve de capitalisation dans sa gestion est très différente. Alors, si on repart au début de l'histoire, la réserve de capitalisation, elle a été générée par des plus-values obligataires. Ces obligations ont pu, elles, faire partie des éléments sous-jacents, s'agissant d'actifs qui étaient en représentation d'engagements assurés. Donc, jusqu'à présent, normalement, il n'y a pas beaucoup de débat pour se dire que, en tout cas pour une partie de la réserve de capitalisation, elle a été générée par des actifs qui faisaient partie des éléments sous-jacents et qui donc, ces plus-values, ont pu, à ce titre, dans l'univers IFRS 17, impacter la CSM. Là où il y a des questions, c'est on se dit, mais ces plus-values qui sont devenues de la réserve de capitalisation, qu'est-ce que ça va devenir si, par exemple, ma réserve de capitalisation, je ne l'utilise pas et je ne compte pas l'utiliser parce que c'est mon mode de gestion ou parce que quand je projette mes engagements, je vois tout simplement que compte tenu de l'environnement de taux actuel, je suis amené à très peu, voire pas du tout, utiliser cette réserve. Vous vous souvenez de la définition d'un élément sous-jacent? C'est un élément qui va impacter les cash flows futurs les versés aux assurés. Si la réserve de capitalisation n'a aucun effet sur ces cash flows, on peut s'interroger sur est-ce que c'est un élément sous-jacent et dès lors, est-ce que ça ne devrait pas être plutôt un élément de fonds propres plutôt qu'un élément en CSM quand on a reconstitué possiblement cette réserve? Voilà le type de raisonnement et les réflexions qui sont posées avec des avis divergents, encore une fois avec des pratiques aussi divergentes, et une nécessité de bien, pour nous, Institut des acteurs, poser le sujet, de bien le comprendre, de comprendre aussi les enjeux derrière et les conséquences, puisque derrière, il y a des questions du type, maintenant, une fois que j'ai dit que c'est un élément sous-jacent, est-ce que donc les actifs en représentation de cette réserve le sont aussi? Est-ce que donc toute variation d'actifs en représentation de la réserve va impacter la CSM, la production financière aussi, etc. Donc ce sujet va continuer de faire l'objet d'échanges avec un groupe de travail composé de grands experts de la place. Il a été posé, on continue de l'explorer et je vous invite d'ailleurs, si vous n'en faites pas partie, tout de suite à rejoindre ces groupes puisqu'il y en a plusieurs, et dont celui qui traite de ce sujet. Alors, il y a une dernière question, Stéphanie. Oui. Alors, dernière question. Pour rebondir sur la question précédente, en fait,
Moi, je pense que l'actuaire a un rôle spécifique à jouer dans IFRS, notamment en termes de gouvernance. Si par exemple on choisit de traiter la réserve de capi d'une certaine manière, quelles sont les règles de décision qui permettraient de changer le traitement dans le cours du temps? Et donc, amener cette question, alors on a choisi une question un peu provocante. Est-ce que IFRS 17 va conduire les actuaires à devenir des comptables? Mais pour questionner justement le rôle de l'actuaire dans cette norme comptable. Alors, premier élément de réponse, si vous regardez les goodies qui caractérisent les deux professions, le comptable dit I am an accountant to save time, let's just assume that I'm never wrong. Et côté actuariat, on dit Rule 1, the actuary is always right. Rule 2, if the actuary is ever wrong, please see Rule 1. Donc, manifestement, le premier point commun, c'est un complexe autour du droit à l'erreur entre les comptables et les actuaires. Cela étant, trêve de plaisanterie, il y a un ticket d'entrée pour rentrer dans IFRS 17 qui est de passer à travers tout le jargon actuariello-comptable, que l'on soit actuaire ou comptable d'ailleurs. Mais au fond, c'est vite réglé ce sujet-là. Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus globales sur la place de l'actuaire. Est-ce qu'il faut définir une fonction actuarielle spécifique à IFRS 17 ou est-ce que par défaut on s'appuie systématiquement pour Solva 2? Tout à l'heure, Baptiste parlait de convergence entre S2 et IFRS 17. On sait qu'il y a des divergences acquises et crantées pour toujours. Est-ce qu'il faut que l'Institut des actuaires publie des normes professionnelles spécifiques à IFRS 17 de la même manière qu'il y en a eu pour Solva 2? On n'a pas encore ouvert ces sujets-là, je trouve, et pourtant, il va y avoir des impacts sur la profession pour les actuaires, et donc ça fera aussi partie de nos questionnements et de l'évolution de nos métiers dans les années à venir. Voilà pour le tour d'horizon en 10 questions de tous les enjeux, pas exclusivement techniques, autour d'IFRS 17. Et il nous reste 6 minutes, puisqu'on doit respecter ce timing et on va être à l'heure, avec un certain nombre de questions que nous avons au-delà des remerciements, et c'est nous qui vous remercions, puisque vous êtes très nombreux et que IFRS 17, c'est un très, très grand sujet pour les actuaires. Alors, une première question assez technique, hein, qui est très intéressante, et c'est vrai de rappeler sur cette analyse. Je vous la lis. Pour regrouper les portefeuilles, et en particulier sur la discussion des monosupports et des multisupports, ne doit-on pas considérer les risques d'assurance et non pas les risques financiers pour la notion de risque similaire? Alors oui, c'est vrai. La difficulté, c'est là de raisonner sur des contrat avec participation aux bénéfices. Et j'en suis désolé, j'aurais préféré que vous puissiez aussi interagir, mais je vais essayer de répondre et je ne ferme pas la question parce que c'est vrai que ça fait débat à ce point. Mais c'est vrai qu'on raisonne ici sur des contrats participatifs. C'est toute la difficulté d'ailleurs d'IFRS 17 qui est pensé souvent pour de l'assurance et dans lequel on a inclus des contrats dits financiers. Et là où on a une composante avant tout financière qui est parfois pas du tout d'assurance, hein, tout simplement. Et donc, on est obligé de raisonner effectivement sur des risques ici financiers, à mon avis. Les frais non attribuables sont-ils considérés comme des underlying items, sachant qu'ils impactent la PB minimum réglementaire? Alors, certains considèrent que oui, effectivement. C'est un des points, c'est-à-dire la réponse que je donnerais ici en tant qu'actuaire, avant tout, c'est n'allons pas utiliser des règles comptables si elles ne représentent pas votre gestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement l'ensemble des frais viennent impacter le minimum de PB réglementaire et que ce minimum de PB réglementaire, dans vos règles de gestion d'attribution de la PB annuelle, va jouer, automatiquement, effectivement, les éléments qui composent ce minimum de PB sont des éléments sous-jacents à part entière, me semble-t-il, de par la définition des éléments sous-jacents. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Si à l'inverse, le minimum de PB n'est pas du tout considéré dans les décisions et n'a jamais été intégré dans aucune management action dans vos modèles, là, la question est beaucoup plus ouverte. Je suis d'accord. Une dernière question, et il reste 3 minutes. C'est dommage qu'il ne m'en reste pas que quelques secondes parce que je n'ai pas la réponse. C'est comment sépare-t-on la CSM du FRPS de celle du reste de l'épargne retraite en cas de décomptabilisation? C'est un sujet effectivement très complexe puisqu'on a reconstruit une CSM dans le passé.
avec différentes méthodes, déjà selon les acteurs. Et il y a des effets de mutualisation entre ce portefeuille de retraite et possiblement les autres portefeuilles. Et il faut aller recomposer effectivement ces effets-là et les comprendre pour les exclure. Stéphanie. Alors, je pense qu'on n'aura pas la même réponse si on travaille dans un groupe avec une consolidation qui fait que finalement, avant et après transfert, rien ne s'est passé. On n'a pas créé de valeur, on n'a pas détruit de valeur. Ou s'il y a changement de périmètre d'entité juridique à l'occasion du transfert. Donc, c'est déjà un premier élément de réponse. Ensuite, de toute façon, ces règles de mutualisation, il va falloir qu'on les documente quand on va devoir expliquer comment on traite le sort des cohortes. Et je m'attends à ce qu'on cherche une cohérence, une permanence des méthodes sur ces règles de la manière d'allouer les effets de mutualisation entre les cohortes et entre les portefeuilles, notamment portefeuille FRPS et le reste. Donc, c'est à ce moment-là, je pense c'est dans ces deux éléments-là que j'inviterai à chercher des réponses. Eh bien, voilà, on arrive au terme de cette très courte présentation. Le débat continue en réalité, puisque l'application est le 1er janvier 2023. Beaucoup d'acteurs sont très engagés avec une année 2021-2022 qui vont être un peu folle sur le sujet. On va être en double run et finaliser tous ces très grands projets. Et puis avec une décision qui doit venir sous peu de la Commission européenne, comme vous le savez, pour la fin peut-être des cohortes, en tout cas un carve-out possible pour les contrats VFA. Une grosse discussion sur le sujet. Oui, on croise les doigts. Ça changera notre vie en tant qu'actuaire, ça c'est clair. Merci encore, vous étiez très nombreux. On était très, très heureux avec Stéphanie de partager ces 10 questions techniques avec vous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.